est écrivaine, journaliste et animatrice de télévision. À ce titre, son visage est bien connu des téléspectateurs. Vous l'avez sans doute vu aux commandes des maternelles. Elle officie aujourd'hui chez François et RMC Story. Il s'agit d'Elisabeth Tchoungi. Ce soir, elle vient nous parler de l'autisme, et plus précisément de l'autisme Asperger, une pathologie qu'elle connaît bien puisque son propre fils Alexandre est concerné. À travers ce combat, nous allons évoquer le combat des parents face à un enfant différent, mais aussi l'indigence des dispositifs existants, ces dispositifs qui seraient censés diagnostiquer et accompagner ces personnes comme il se doit. On en parle avec Elisabeth Tchoungi. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, ravie d'être avec vous ce soir. Écoutez, c'est un plaisir partagé. On va parler de l'autisme, comme j'annonçais. Il y a quelques jours, le 2 avril dernier, avait lieu, comme tous les ans, la journée mondiale de l'autisme. Et donc c'est à cette occasion que vous nous faites le plaisir d'être sur notre plateau pour nous parler de votre livre intitulé « Le jour où tu es né une seconde fois », qui est paru aux éditions Flammarion. C'est un ouvrage très tendre dans lequel vous évoquez votre combat en tant que mère pour permettre à votre fils, j'en parle à l'instant, votre fils Alexandre, de s'épanouir le plus possible, sachant que cet enfant est autiste Asperger. On va revenir sur son parcours, mais avant de commencer, Alexandre a aujourd'hui 10 ans, c'est bien ça? Comment va-t-il? Écoutez, Alexandre va très bien. Il est scolarisé en CM2, donc pas de retard scolaire. Il est accompagné par une auxiliaire de vie scolaire. On aura sans doute l'occasion d'en reparler parce que c'est un élément clé dans le dispositif d'accompagnement. Et puis surtout, il a plein d'amis. Il était le mois dernier invité à une pyjama party et au mois de juin, il va partir en classe verte sans son accompagnante. Donc c'est formidable. Quand je vois le chemin parcouru, un enfant qu'un jour, un pédopsychiatre a voulu enfermer en hôpital de jour. Voilà. Effectivement, on va revenir sur les dérives de la psychanalyse parfois qui ne savent pas toujours très bien comment faire face à ce type de différence. Vous disiez qu'Alexandre est scolarisé et c'est vrai que c'est formidable, que ce n'était pas gagné effectivement, surtout à entendre ce type de Cassandre, hein, on pourrait le dire. Vous avez relativement vite pris conscience que votre enfant était différent, mais ensuite il a fallu poser des mots sur ces différences, et ça n'a pas été une mince affaire. Racontez-nous. Écoutez, ça n'a pas été une mince affaire, en effet, parce qu'il a fallu voir 12 sachants. Vous appelez sachants dans le livre, voilà, c'est sachant numéro 1, sachant numéro 2, sachant numéro 3. C'est ironique parce que, effectivement, à chaque fois, on a affaire à des personnes très dogmatiques, très assertives, qui vous expliquent, madame, voilà ce qu'a votre fils, voilà ce qu'il faut faire. Et sur ces 12 sachants, eh bien, il y en a 11 qui ont été à côté de la plaque. Et quand on se retrouve comme ça, face à cette autorité de la blouse blanche, voilà, qui affirme ce genre de choses, comment on le vit? Eh bien, justement, et c'est un des messages que je souhaite faire passer à travers ce livre, je pense que le corps médical, c'est comme dans toutes les professions, il y a des très bons, des moins bons, et des escrocs. Et je pense qu'il faut se faire confiance en tant que parent et ne pas hésiter à contester ce que la personne en blouse blanche vous dit. Ne pas hésiter à écouter notre petite voix intérieure qu'on n'écoute pas forcément quand on est face à quelqu'un, voilà, qui vous écrase presque de son savoir, de sa puissance, mais au fond, la petite voix intérieure qui vous dit c'est pas le bon, c'est la voix de la raison. L'intuition de la maman. Alors, après 2 années d'errance, et c'est presque peu finalement, ça paraît énorme, et par rapport à ce que traversent d'autres familles où ça se compte parfois même en dizaines d'années, vous avez eu 2 années d'errance, mais c'est déjà beaucoup. Après ces 2 années est enfin venu le bon diagnostic, avec sachant numéro 12, je crois. Vous parlez d'un allègement, ça a été une vraie renaissance à ce moment-là, de pouvoir mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Oui, ça a été essentiel et d'où le titre du livre, Le jour où tu es né une deuxième fois. C'est le jour où le diagnostic a enfin été posé. Et ce jour-là, ça a été un intense soulagement pour moi parce que j'intuitais déjà que c'était l'autisme Asperger. J'avais passé des nuits blanches à lire tout sur le sujet, y compris en anglais. Et quand voilà, les mots ont été posés, la réaction, ça a été un soulagement parce que je me suis dit, enfin, on sait ce qu'il a. Et donc, enfin, on va pouvoir mettre en place des stratégies, les bonnes stratégies pour accompagner Alexandre dans sa différence et pour l'aider à s'épanouir. Alors, ces bonnes stratégies, ça a pris du temps pour les mettre en place. Et puis, il y a d'abord eu des constats qui, vous, en tant que maman, vous ont voilà, un peu déchiré le cœur. Vous racontez plusieurs épisodes dans le livre. On peut citer celui qui semble vous avoir beaucoup marqué, où Alexandre tourne dans la cour de récréation tout seul autour d'un marronnier. Et c'est vrai que pour une maman, c'est très, très déstabilisant de voir son enfant ainsi
perdu quelque part. À quoi est-ce que vous vous êtes raccroché dans ces moments-là pour garder la foi et l'espérance ? Je me suis beaucoup raccrochée à mon grand village. Vous avez le grand village, alors expliquez-nous voilà, le grand je vais village. vous expliquer. Le grand village, c'est vraiment c'est l'héritage de ma culture africaine. Mon père est camerounais et finalement, on a encore cette notion de communauté et d'entraide qu'on a un peu perdue dans nos sociétés occidentales. Et bien, ce grand village, ce sont mes sœurs, ce sont mes amis, ce sont les amis d'amis qui parfois m'ont aidé à trouver la bonne école, le bon orthophoniste. Le grand village, c'est oui, les amis à qui je pouvais parler de mes difficultés, rire dans des moments de découragement, et puis puiser la force pour voir les choses de manière positive. Le grand village, ça a aussi été des personnes que je ne connaissais pas, mais qui ont été des phares dans la nuit, à savoir des autistes Asperger adultes. Je peux citer Joseph Chovanec, qui est un célèbre autiste Asperger adulte, qui fait une émission de radio, je crois, sur Europe 1. Et voilà, quand je vois comment des autistes Asperger adultes peuvent avoir une vie normale et aussi des dons exceptionnels, Joseph Chovanec parle 10 langues, quelque chose comme ça, je me suis raccroché à ça. Voilà, Alexandre pourra ressembler à ça un jour s'il est bien accompagné. Alors effectivement, c'est très porteur d'espoir. Et alors vous aviez la chance d'avoir recours à ce grand village, à tout ce réseau de personnes qui vous ont aidé. Et vous aviez aussi la chance, et vous le dites très clairement dans le livre, d'avoir les ressources cognitives, mais aussi les ressources financières pour faire face. Parce qu'entre les ergothérapeutes, les psychomotriciennes, les orthophonistes et que sais-je encore, il y a une liste à la Prévert d'accompagnants quand on est parent et qu'on a un enfant qui a ce type de pathologie. Vous dites clairement dans le livre que vous êtes consciente de cette chance. Est-ce que vous éprouvez de la gratitude ? Bien sûr, j'éprouve de la gratitude et ça va au-delà de ça. Votre émission s'intitule Lumière intérieure et je pense qu'Alexandre déjà dégage une sorte de lumière intérieure qui fait qu'il est globalement entouré de personnes bienveillantes qui l'ont accompagné avec une forme d'affection. Et puis aussi, je pense qu'il a été mis sur mon chemin pour reconsidérer mes priorités et peut-être me reconnecter à une forme de spiritualité que j'avais un peu perdue. Dans mon grand village, par exemple, un des grands sages de mon grand village, c'est mon oncle, le frère aîné de ma mère, donc ma mère qui vient du Tarn, donc mon oncle, tonton Pierre, a 94 ans, est prêtre, officie toujours à Albi, et souvent on échangeait, et combien de fois il m'a dit tu verras quand tu seras sorti de cette épreuve à quel point les épreuves peuvent transformer et amener du bien. Et faire grandir aussi, parfois. Et faire grandir, absolument. Alors l'autisme, on en parle de plus en plus, c'est vrai. Néanmoins, la réalité en France, c'est que seulement 20% des enfants autistes sont scolarisés versus 80% aux États-Unis. C'est quelque chose qui vous révolte, ce très faible pourcentage d'enfants scolarisés en France ? C'est révoltant. Et c'est pour cela que j'insiste sur le scandale du retard français en matière de prise en charge de l'autisme. On est aujourd'hui la 6e puissance mondiale et on laisse sur le bord de la route des enfants qui ont un potentiel incroyable. Et c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale parce que la loi oblige à scolariser les enfants autistes et que donc la loi n'est pas appliquée. La France est régulièrement traînée en justice auprès de la Cour européenne de justice pour discrimination envers des personnes autistes parce que dans les faits, de nombreux enfants sont déscolarisés parce que pour toute une série d'obstacles, notamment parce qu'il y a un organisme qui est un guichet unique auquel il faut s'adresser pour toutes sortes de handicaps et l'autisme est un handicap social, qui s'appelle la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, et qui, que je rebaptise mollusque dormant, paresseux, mais néanmoins hostile. Enfin voilà, j'ai trouvé toute une série de mots très drôles pour décrypter cet acronyme, parce que c'est une sorte d'Everest auquel se heurtent toutes les familles, parce qu'il faut un délai
parfois 18 mois pour faire instruire simplement un dossier, pour avoir un dossier qui vous donne le droit d'avoir une auxiliaire de vie scolaire à l'école. Une fois qu'on reçoit, au bout de 18 mois, cette notification qui vous informe, voilà, vous avez tant d'heures, droit à tant d'heures d'AVS, elle n'apparaît pas comme ça par enchantement. Je connais des parents qui ont attendu 4 ans pour avoir une auxiliaire de vie scolaire. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'enfant, parfois, est déscolarisé parce que, à juste titre, certaines maîtresses dans certaines écoles publiques se retrouvent avec 30 élèves, pas d'ATSEM, et donc incapables de prendre en charge un enfant différent qui nécessite un accompagnement quotidien personnalisé. Ce qui est terrible, c'est que pendant ces 4 années, ou même moins, mais même si c'est 3 ou 2 ou même 1, c'est déjà trop, l'enfant entame une descente, puisque effectivement, il n'est pas une régression, il n'est pas stimulé, il n'est pas accompagné, il a toutes ces difficultés en termes d'habileté sociale, hein, que vous décrivez très bien. Est-ce que vous espérez, avec cette charge, parce que si on peut le qualifier comme ça, c'est une charge, contre ces maisons départementales du handicap qui finalement mettent plus de bâtons dans les roues, à vous lire auprès des familles concernées par le handicap, qu'elles n'aident alors que ce serait censé être leur mission numéro 1. Est-ce que vous avez l'espoir que ce type de discours contribue à faire bouger les lignes ? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce que je suis attristée depuis la sortie du livre. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages de mamans désespérées dans la Creuse, qui ont accès à moins de spécialistes, dont l'enfant est déscolarisé et qui se heurtent à ce monolithe qu'est la MDPH. Alors je précise que dans la MDPH, il y a départements, donc il y a quand même des départements où ça se passe à peu près correctement, mais dans la majeure partie des cas, c'est vraiment une catastrophe. Donc effectivement, il y a des pistes pour faire bouger les lignes. Pourquoi ne pas nationaliser plutôt cet organisme, sur la sélection aussi des commissions qui décident au petit bonheur la chance d'attribuer tant d'heures d'AVS ou tant d'allocations pour les ergothérapeutes, les prises en charge qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. C'est peut-être une piste aussi, remboursement par la sécurité sociale. Ces commissions qui impactent la vie d'un enfant sont souvent composées de personnes qui ne connaissent pas l'autisme. Donc il y a toute une réforme importante à mener sur le front de cette MDPH pour fluidifier, ralentir, plus de transparence et vraiment aider les familles au lieu de les freiner. C'est un gouffre financier terrible, hein, quand on n'a pas de réponse positive de la part des MDPH, puisqu'on doit effectivement financer soi-même tous ces spécialistes qui sont indispensables au bon développement de l'enfant. Ces AVS, donc auxiliaires de vie scolaire, quand on n'a pas la chance de bénéficier d'un retour positif de la MDPH, il est possible d'avoir accès à des auxiliaires de vie scolaire en mode privé, on va dire. C'est ce que vous avez fait, c'est ce qui a permis à votre enfant de s'épanouir, de sortir la tête de l'eau et de rayonner. Finalement, la vie vous a quand même envoyé, en lisant votre livre, hein, c'est l'impression qu'on a, vous a quand même envoyé toute une série d'anges gardiens, entre les petites filles adorables qui guident un peu votre fils, entre ces auxiliaires de vie scolaire qui ont l'art de sortir toute l'artillerie, je devrais dire, pour l'aider à s'épanouir. Il y a aussi ce grand-père cheminot que vous évoquez, puisqu'il faut le dire, la passion d'Alexandre, ce sont les trains, c'est ça, depuis son plus jeune âge. Vous les vivez comme des anges gardiens, toutes ces personnes ? Bien sûr, ce sont des anges gardiens. Sa première AVS, alors j'ai changé le nom dans le livre, mais sa première AVS, ça s'appelait Angèle. Donc Angèle, il y a Ange. Je l'ai rebaptisé en Gabriel, comme l'archange Gabriel. Et effectivement, j'ai eu la chance, et c'est aussi ce qui est formidable dans la vie, c'est dans les pires épreuves, je crois que... alors est-ce que c'est parce qu'on a la foi ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question, mais la vie nous envoie des signaux positifs qu'il faut être capable aussi d'entendre et de percevoir comme tels. Et puis je pense sincèrement qu'Alexandre rayonne au Cameroun, on dirait il a le charisme. Parce que toutes les personnes qui l'ont croisé dans son chemin scolaire ou autre commencent toujours par dire Alexandre est un enfant extrêmement attachant. Donc c'est très paradoxal, ça peut paraître paradoxal puisque on dit les enfants autistes n'ont pas d'empathie, les enfants autistes sont indifférents au monde, etc. C'est complètement faux. Je pense que Alexandre renvoie des signaux qui touchent le cœur des gens.
fait, et qui leur donne envie, enfin des gens qui ont du cœur en tout cas, et qui du coup spontanément donnent envie d'aider. Et c'est vrai que l'ange qui m'émeut le plus, c'est sans doute cette petite fille au CP qu'il a littéralement prise sous son aile, et il a réussi à s'appuyer sur elle pour aller vers les autres. Et je n'oublierai jamais cette scène magnifique que m'a relatée la mère de cette petite, qui a dit tu sais maman, le jour où on se mariera avec Alexandre, il faudra qu'on porte un masque. Alors moi ce sera Hello Kitty, lui ce sera Superman. Comme ça il ne sera pas gêné par nos émotions. Et vous vous rendez compte, c'est une petite fille qui avait 6 ans et qui avait tout compris aux difficultés d'Alexandre. Qui avait réussi à décoder ça. Qui avait réussi à décoder ça. L'empathie, l'amour de l'autre, l'entraide, on va continuer à en parler à distance, puisque je vais vous laisser seul sur ce plateau, mais on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installée, Elisabeth ? Très confortablement. Formidable. Alors, je vais vous proposer toute une série de mots-clés et je vous propose de me dire pour chacun d'eux ce qui vous inspire. Le premier de ces mots, c'est générosité. Générosité. Générosité, je pense à mes parents. Je pense à mes parents qui m'ont transmis cette valeur cardinale parce que mon père, venant d'un petit village du Cameroun, au temps des colonies, a bénéficié d'une bourse, est venu en France. Et quand il est rentré au Cameroun, il a vraiment eu à cœur d'aider toute sa famille. Et donc j'ai grandi entourée de cousins, de cousines, à qui mes parents ont offert la chance d'aller à l'école, d'avoir un métier plus tard, etc. Et donc ça m'a profondément imprégnée. Et c'est aussi des valeurs que j'essaie de transmettre à Alexandre, et je pense que j'ai eu dans ce parcours la chance d'être entourée de personnes qui ont eu la générosité de m'écouter, de m'ouvrir leur carnet d'adresses, parce que peut-être qu'ils sentent que je dégage cela aussi, et Alexandre aussi. Alors Alexandre, vous en êtes beaucoup occupé, Raphaël aussi, c'est votre second enfant. Comment au quotidien justement vous essayez de leur véhiculer ces valeurs-là de don à autrui, de générosité? Comment est-ce que vous leur montrez l'exemple, vous qui êtes très présente auprès de vos enfants? Eh bien, hier, par exemple, Raphaël voulait manger son goûter tout seul. Alexandre voulait goûter cette barre chocolatée qu'il ne connaissait pas. Raphaël a commencé à râler et je lui ai dit « N'oublie pas, dans la vie, le plus important, c'est de partager ». Et il a partagé. Je les sensibilise aussi à ce que je fais à travers l'association dont je suis secrétaire générale adjointe, Action contre la faim. Je leur explique que c'est important de donner à ceux qui n'ont pas. Ils sont impliqués dans leur école dans des projets solidaires et j'insiste à chaque fois pour qu'ils participent. Ils font des gâteaux qu'ils vendent à des kermesses au profit d'associations. Voilà, c'est au quotidien, j'essaie de leur inculquer ces valeurs. Alors en effet, vous vous êtes engagé à la fois dans Action contre la faim, mais aussi dans une autre ONG, Positive Planète. Comment est né cet engagement et qu'est-ce que cela vous apporte? Je crois que la vie m'a beaucoup gâtée et je pense qu'il faut être conscient, quand la vie nous gâte, qu'on est redevable quelque part et qu'on se doit d'accompagner ceux que la vie gâte moins. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée auprès d'Action contre la faim, pour laquelle aussi je me suis engagée auprès de Planète Finance, parce que Planète Finance, c'est un organisme de microcrédit et qui aide majoritairement des femmes parce qu'elles remboursent plus facilement, parce qu'elles gèrent mieux leurs projets. Et pour moi, cette idée de ne pas être juste dans la charité, mais dans l'accompagnement de personnes vers l'autonomie financière, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc Planète Finance, parce qu'effectivement, ce sont des femmes qui sont les premières bénéficiaires et que je suis très féministe, parce que surtout dans les pays en développement, je pense que aider les femmes à l'autonomie, c'est aider des familles entières, parce que les études ont démontré que dans les pays en voie de développement,
effectivement, eh bien, quand un homme faisait des bénéfices grâce à son activité, il ne dépensait pas dans son foyer, il ne dépensait pas pour envoyer ses enfants à l'école, alors que les femmes, oui. Donc ça fait partie aussi de mon engagement féministe. Alors, puisqu'on parle de votre engagement féministe des femmes, les femmes éprouvent souvent un sentiment de culpabilité. Ce mot de culpabilité, pour vous, il évoque quoi ? Culpabilité, il évoque tout ce lobby psychanalytique freudien ou lacanien qui est complètement à côté de la plaque dans la prise en charge de l'autisme, notamment parce qu'ils ont une approche extrêmement culpabilisante pour la mère. Combien de mamans sont allées consulter des psys, pas forcément pour un enfant autiste, enfin parce qu'un enfant avait des difficultés scolaires ou autres, de l'anxiété, et se sont entendus systématiquement répondre de manière plus ou moins déguisée: c'est de votre faute, madame, vous l'avez trop aimé ou pas assez, ou vous n'êtes pas assez présente, ou vous travaillez trop. Et cette culpabilisation permanente de la femme m'exaspère. Donc voilà, merci Freud, ce grand misogyne devant l'Éternel. Et cette culpabilisation, elle est aussi à tous les échelons de la société. Une mère travaille trop, on la culpabilise, elle s'occupe pas bien de ses enfants. Une mère ne travaille pas, on la culpabilise parce que mère au foyer, franchement, elle sert à rien. Une mère doit être bonne cuisinière, une femme aujourd'hui doit être bonne cuisinière, merci les fiches recettes de Elle, jamais réalisables, doit bien s'occuper de ses enfants, doit assurer au travail, doit faire la danse des 7 voiles à la fin de la journée quand elle est épuisée, subit toute la charge mentale, subit encore 80% des tâches domestiques et on doit avoir le sourire, sinon voilà, on va pas bien et c'est pas bien. Il faut être des winneuses. Donc voilà, la société culpabilise beaucoup les femmes. C'est pour ça que j'associais tout à l'heure le terme culpabilité avec femme, puisqu'on cherche beaucoup effectivement à les culpabiliser. Je cite un passage de votre livre: parce que mon accouchement avait été difficile, les psychanalytiques insinuaient que le lien maternel avait été difficile à établir. Une fois encore, on fait porter aux femmes un poids écrasant. De tels jugements sont scandaleux et dangereux. Ils font perdre un temps précieux alors qu'une intervention précoce est favorable dans les troubles autistiques et que la plasticité cérébrale d'un enfant est optimale jusqu'à 10 ans. Donc vous expliquez effectivement très bien à quel point les psychiatres tentent de culpabiliser les mères. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Vous avez dit effectivement tout à l'heure que ça vous a exaspéré. Vous confessez dans votre livre avoir été tenté de gifler le psychiatre en question. Est-ce que néanmoins, dans ces moments-là, avant de reprendre le dessus, on se remet en question ? Bien sûr, on se remet en question parce que c'est ça qui est scandaleux. On arrive face à ces sachants dans une position de vulnérabilité. On va aller voir parce que notre enfant ne va pas bien et donc par ricochet, nous non plus. Et on se fait enfoncer. Donc c'est pour ça que j'invite les femmes qui entendent un discours culpabilisant dans un cabinet médical à changer de médecin. Parce que les médecins sont là pour nous aider, pas pour nous enfoncer. C'est un peu comme la MDPH dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est l'inverse de l'aide. Alors, où est-ce que vous avez trouvé la force intérieure pour vous dire que finalement, effectivement, tout ça n'était que de la culpabilisation et que finalement, vous étiez dans le juste ? Où est-ce que vous avez trouvé cette force intérieure pour prendre de la distance, finalement, par rapport à ces accusations ? Et écoutez, j'ai longtemps cherché la réponse à cette question parce que c'est vrai que quand les gens lisent mon livre, effectivement, ils me disent mais quelle force. Moi, je n'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un de très fort. Je pense avoir puisé cette force dans l'amour maternel, tout simplement. Je pense que c'est Alexandre qui m'a donné cette force parce que je voyais un enfant en souffrance, mais tellement déterminé à faire tomber ses propres barrières que je me suis dit je dois être à sa hauteur. Et voilà, c'est lui qui m'a insufflé cette force et c'est l'amour, je pense, qui m'a insufflé cette force. Je pense que par amour, on peut soulever des montagnes. Par amour filial. Je pense que c'est l'amour maternel est une forme d'amour
surpuissante. Voilà. Ça, on le ressent extrêmement bien dans le livre. Est-ce que vous avez pu trouver de l'appui? Vous parliez de l'appui auprès de votre famille. Vous nous parliez tout à l'heure d'un oncle prêtre dans le Tarn. Est-ce que vous en avez parlé avec lui souvent? Est-ce qu'il a été d'un grand réconfort? Il a été... On n'en a pas parlé souvent, mais à chaque fois, il a toujours eu le mot juste, justement, pour me réconforter. Mais j'ai vraiment puisé du réconfort dans ma sphère familiale, dans mes amis les plus proches et des amis depuis l'école primaire, qui sont aujourd'hui, à qui je dédie ce livre, outre ma famille, les merveilleuses tantines d'Alexandre. Et ça a été précieux parce que j'ai dû aussi affronter dans ma propre sphère familiale, enfin en tout cas pas dans ma famille, mais dans l'entourage du père d'Alexandre, j'ai affronté beaucoup d'incompréhension parce que je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, je pense que j'ai puisé aussi ma force je pense que j'ai puisé ma force dans l'expérience de la différence. Étant enfant métisse, quand j'allais au Cameroun, quand je vivais au Cameroun, je me faisais traiter de blanche. Quand j'arrivais en France, dans le village de ma grand-mère, dans le Tarn, à la sortie de la messe le dimanche, les dames me caressaient la tête en disant « Oh, elle est frisée comme un mouton, la petite noiraude ». Donc j'ai toujours grandi dans cette expérience de la différence et me suis très vite forgé la conviction que c'était une chance. Et je pense que la différence d'Alexandre, du coup, m'a moins épouvantée parce que je savais qu'avec un bon accompagnement, elle pourrait aussi être une source de force pour lui, parce que je savais qu'il avait un potentiel malgré sa différence et que tout l'enjeu serait de faire ressortir ce potentiel extraordinaire qu'il a. C'est touchant de voir effectivement à quel point sa différence résonne en vous. Alors pour revenir au terme de culpabilité, est-ce que vous avez peut-être eu un sentiment de culpabilité vis-à-vis de Raphaël, dont on parlait un peu tout à l'heure, qui est le petit frère d'Alexandre, sentiment que peuvent éprouver beaucoup de parents qui ont en tout cas 2, 3, 4, 5, 6 enfants, dont un est différent, quelle que soit la nature de la différence. Comment ne pas délaisser le ou les autres enfants? Comment lui consacrer du temps à lui ou à eux aussi? Voilà, comment est-ce que vous avez géré ce sentiment-là vis-à-vis du petit frère? Effectivement, au début, il y a eu beaucoup de culpabilité. J'avais allaité Alexandre et ça n'avait pas forcément été facile. Raphaël, quand il naît, je suis dans ce parcours du combattant pour le diagnostic. Le diagnostic d'Alexandre n'est toujours pas posé, donc je suis fatiguée, je n'ai pas le courage d'allaiter et je repense à toute cette sphère médicale pro-allaitement qui culpabilise les mères qui ne le font pas. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu du mal à prendre de la distance. Après, j'ai trouvé mes stratégies. Je ne l'ai pas allaité, mais j'ai promené Raphaël dans un porte-bébé, j'allais dire dans mon ventre, quel lapsus, sur mon ventre, le plus longtemps possible. Il était collé à moi et c'était une manière de lui donner du temps, de l'amour, que je pouvais pas lui donner à plein temps parce que Alexandre m'occupait beaucoup. Aujourd'hui, je veille à passer du temps seul avec Raphaël, à faire des sorties. Parfois, on fait des sorties à deux parce que je sens bien qu'il a très vite compris qu'on s'occupait beaucoup plus de ce que son frère prenait beaucoup d'espace. Donc, il a développé une très forte personnalité et un vrai sens de ce qu'il perçoit comme une forme d'équité, de justice. Donc, lui-même, il nous fait très bien comprendre quand il a besoin qu'on s'occupe de lui. Ça passait beaucoup par des colères au début. Maintenant qu'on a entendu ça, et voilà, ça se fait de manière un peu plus naturelle. Mais oui, c'est très important de ne pas délaisser l'enfant qui va bien.
Alors Alexandre, vous le disiez à l'instant, prenait beaucoup d'espace, continue d'en prendre encore un peu, même s'il va bien, même s'il va beaucoup mieux. Et pour en terminer sur ce terme de culpabilité, est-ce que justement, face à l'espace que prend à la fois dans la tête et dans l'emploi du temps un enfant différent, vous avez pu éprouver une forme de culpabilité d'avoir à choisir parfois entre votre vie professionnelle et votre vie de maman, quand tout roule pas comme sur des roulettes pour l'un de ses enfants, on peut être partagé. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Je n'ai jamais éprouvé de culpabilité. Pour moi, les choses allaient de soi. Effectivement, je ne pouvais pas m'occuper à la fois d'Alexandre et avoir un job à plein temps. Et je me souviens justement de remarques très blessantes dans mon entourage, dans l'entourage de son père. Type, je ne comprends pas pourquoi tu ne travailles pas à plein temps, pourquoi tu n'as pas choisi de retourner à France 24 sur ton émission quotidienne, parce que ça mesurait bien à quel point les gens ne comprenaient pas qu'il a fallu que je me mette à mi-temps pour pouvoir m'occuper correctement d'Alexandre. Moi, je n'ai jamais senti de culpabilité. Ce sont les autres, parfois, qui m'ont culpabilisé. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Et j'ai d'ailleurs été très désarçonnée par une séance chez ma psychologue, parce qu'à un moment, j'ai dû, moi, me faire accompagner parce que c'était trop lourd. Et je me souviens d'un jour où je lui relatais une ambivalence, c'est-à-dire à la fois un énorme progrès qu'avait fait Alexandre et assorti d'une petite déception professionnelle. Et voilà, je parlais de cet état dans lequel j'étais parfois, ce sentiment d'avoir dû renoncer à mes ambitions professionnelles et de ne pas avoir eu le choix. Et ma psy a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit mais si, vous aviez le choix. Vous auriez pu vous abandonner dans le travail, au contraire, et confier votre fils à des nounous. Vous auriez pu le confier à une institution, le mettre en hôpital de jour. Vous aviez le choix. Et elle a terminé par ces mots qui me bouleversent toujours. Elle m'a dit ne l'oubliez jamais, vous avez sauvé votre fils. On sent effectivement beaucoup d'émotions au moment où vous en parlez, et c'est une parfaite transition pour aller vers le mot que je voulais vous proposer juste après, qui est le mot « salut ». Effectivement, ce n'était absolument pas prévu. Le mot « salut », oui, c'est un mot qui me parle parce que j'ai sauvé mon fils, mais lui aussi, quelque part, il m'a sauvé d'une existence parfois un peu vaine, où j'étais souvent dans l'insatisfaction professionnelle notamment, parce que je voulais toujours plus, je voulais toujours mieux. Et donc voilà, il m'a sauvé parce qu'il m'a appris à me recenser. C'est l'émotion sans doute. Il m'a sauvée parce qu'il m'a appris à me recentrer sur l'essentiel. Moi, peut-être d'abord, parce que je crois que je me suis beaucoup oubliée dans ce long parcours. Je dis moi sans forme d'égoïsme, parce qu'un moi qui va bien, ce sont des enfants qui vont bien. Il m'a permis de comprendre que oui, l'essentiel, je le savais toujours, mais j'avais un peu mis de côté. L'essentiel, c'est les gens qu'on aime, c'est sa famille, ce sont ses amis si proches. L'essentiel, c'est de sourire à la vie parce que j'ai tout pour avoir une vie heureuse. Et cette épreuve-là, finalement, est venue me montrer à quel point, malgré les difficultés, j'avais une vie heureuse. Il m'a sauvée aussi parfois de moi-même, parce que j'ai parfois avancé difficilement dans la vie, parce que j'étais toujours en proie au doute, parce que je manquais cruellement de confiance en moi. Et quand j'ai refermé ce livre, que j'ai pourtant écrit, il y a un sentiment très étrange quand on a l'objet entre les mains. Et ce sentiment de voir condensé en quelques pages un parcours de vie de plus de 6 ans,
en refermant ce livre, c'est vraiment là que j'ai pris conscience de la force, de l'énergie que j'avais déployée, des montagnes que nous avions soulevées ensemble. Et je me suis rendu compte du plus beau cadeau que m'avait offert Alexandre, la confiance en moi. Vous décrivez effectivement, je vous cite, un cadeau que nous fait la vie en envoyant un être exceptionnel qui nous oblige à reparamétrer tous nos logiciels, une mise à jour drastique et salutaire. Oui, effectivement, d'où le mot salut, d'où effectivement ce reparamétrage. Je pense que on avance dans la vie avec des certitudes et quand ces certitudes volent en éclats, et ça a été le cas, eh bien finalement c'est une chance de pouvoir se reconstruire différemment. Alors, votre parcours avec Alexandre a manifestement changé quelque chose en vous, de toute évidence. Vous nous expliquez tout à l'heure ce que ça vous a apporté. Vous évoquez aussi dans le livre l'empathie, la relativité. Vous dites, là je vous cite encore, que ça permet de passer d'une existence en apparence confortable, mais au final si vaine et si porteuse d'incomplétude, à une existence donc plus pleine. Est-ce que justement en refermant ce livre aujourd'hui, après l'avoir écrit, après avoir livré ce témoignage, après avoir reçu d'autres témoignages de maman que ça a réconforté, est-ce que vous vous sentez désormais de la complétude, puisque vous parliez d'incomplétude? La complétude, disons que là, ça c'est le côté maman prof de maths qui ressort. Je dirais que j'étais à 70% de complétude avant. Maintenant je suis à 90%. Mais la vie est un long chemin et un travail permanent qu'on doit faire sur soi. Donc voilà, je pense qu'il y a encore 10% à combler. Voilà, qui est très précis. Et nous, il ne nous reste plus qu'un quart à combler, puisque je vous ai proposé 3 mots-clés. Moi aussi, je vais faire des statistiques. On a fait 75% du chemin de cette seconde partie. Le dernier mot que je voulais vous proposer, Elisabeth, c'est le mot pardon. Le mot pardon... Le mot pardon, pour moi, est un mot compliqué. Parce que dans le pardon, il y a une forme de renoncement. J'ai du mal à pardonner tous ceux qui ont été un obstacle dans ce chemin, tous ceux qui ont constitué un obstacle supplémentaire, tous ceux qui m'ont enfoncé dans ce parcours au lieu de m'aider. Donc j'ai du mal à pardonner et ces 10% là qui restent, voilà, en y réfléchissant, c'est peut-être le jour où j'apprendrai à pardonner. Alors, vous nous racontiez tout à l'heure que la différence est quelque chose qui vous est pas étranger, puisque vous-même vous avez fait face à cette différence. Vous et votre fils d'ailleurs, vous avez été victime de racisme. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement douloureux et pénible. Est-ce que ça, vous avez réussi à le pardonner ? Dans certains cas, oui, parce que le racisme est souvent le fruit de l'ignorance. Donc, et de préjugés, et pas forcément une expression de méchanceté. Quand je citais tout à l'heure les dames qui sortaient de l'église dans le Tarn le dimanche et qui m'appelaient la Noiraude en me caressant la tête, il n'y avait pas de méchanceté. Le racisme méchant, c'est le racisme larvé, qui se manifeste en discrimination professionnelle. Voilà, ça c'est le plus méchant. Si je posais la question du pardon, c'est que j'étais assez touchée par un autre épisode que vous évoquez dans votre livre. C'est un épisode où votre fils, Alexandre, donc, sort de l'école en suivant un autre enfant. Et à la suite de cet épisode, vous avez envisagé de le déscolariser. Vous êtes néanmoins parvenu, d'après ce que vous dites, je vous cite, forte d'un sédiment d'éducation judéo-chrétienne, vous êtes néanmoins parvenu à pardonner à la maîtresse de l'avoir laissé sortir. Il faut dire que cette dernière était complètement mortifiée de ce qui s'était passé. C'est la raison pour laquelle je posais cette question du pardon, parce que ça semble avoir été, et on le comprend, un épisode assez traumatisant.
C'est vrai que ça a été un épisode traumatisant parce que Alexandre s'est quand même retrouvé aéré 10 minutes seul dans la ville parce que voilà, il était dans la lune, il avait suivi un copain qui allait déjeuner chez lui et n'allait pas à la cantine et machinalement voilà, il s'est retrouvé dehors et heureusement, quand je vous dis qu'il y a des anges gardiens, il est tombé sur un ange gardien qui l'a ramené à l'école, mais il aurait pu tomber sur un psychopathe, il aurait pu tomber sur un pédophile, et c'est vrai que cette séquence a été traumatisante, mais j'ai pardonné parce que je sais que ça a été un moment effectivement pendant un éclair, elle n'a pas suffisamment surveillé. Je savais par ailleurs que sa maîtresse était très attentive à lui, très attachée à son épanouissement au sein de la classe. Donc oui, je vous rassure, je suis capable de pardon dans certaines circonstances. Alors, vous évoquiez à l'instant les anges gardiens. Effectivement, il y en a quand même eu un certain nombre sur votre parcours. Il y a cette femme, effectivement, qui a ramené votre enfant, lui évitant sans doute le pire. Il y a eu donc ces auxiliaires de vie scolaire, ces autres enfants, alors à part l'afro dont on parlait à l'instant, qui faisait tourner en bourrique, il y a quand même eu cette petite fille que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a ce grand-père cheminot dont vous dites qu'il aurait été fier de son petit-fils, puisque, donc, je le rappelle, Alexandre est fasciné de son arrière-grand-père, pardon, est fasciné depuis toujours par les trains. Vous y croyez aux anges gardiens ? Écoutez, avant, je n'y croyais pas. Mais maintenant, oui. Je pense que la vie... alors oui et non. C'est-à-dire, j'y crois et en même temps, mon esprit qui est très rationnel... nuance. C'est-à-dire, je pense que la vie vous envoie des belles personnes sur votre chemin, mais quand vous-même, vous êtes une belle personne. Et je pense que c'est le cas d'Alexandre. Je pense que c'est mon cas. En tout cas, mes parents m'ont vraiment élevé dans cet esprit-là, d'être une belle personne, d'être attentive aux autres. Et voilà, je pense que la vie nous rend ce qu'elle nous donne. Mais j'avoue qu'il y a aujourd'hui une dimension... je sais qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus spirituelle qu'avant, plus ouverte. Avant, pour plein de raisons, j'ai perdu la foi. Là, je pense que je suis en train de la retrouver et ces anges gardiens sont aussi peut-être des signaux pour me remettre dans cette voie-là. Différents jalons sur votre chemin de foi. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ces mots-clés. C'était très touchant. On se retrouve tout de suite. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, Elisabeth, cette expérience inédite ? Écoutez, c'était inédit et c'est... à la fois, il y a un côté être chez le psy. Et j'ai failli chercher la boîte de Kleenex à un moment. Et puis aussi un côté confessionnal, mais pas dans le jargon télé-réalité. Enfin voilà, ça permet d'aller un peu plus loin et de revenir un peu plus en soi aussi. C'est très très agréable en fait. Ouais, tant mieux. En tout cas, vous qui n'aimez pas toujours les psys, enfin en tout cas pas tous, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais j'espère qu'on vous a moins traumatisé que certains psys. Alors, il est beaucoup question du monde de l'enfance dans votre livre, même si l'enfance en question dont vous parlez, de votre fils Alexandre, a pu être perturbée. Pour commencer ce questionnaire de Proust, quel est, selon vous, le plus beau livre d'enfant ? Vous avez dû en raconter une flopée à vos fils respectifs, voilà. Justement, j'en ai raconté tellement que j'aurais du mal à choisir un livre d'enfant. J'ai un livre d'adolescent, très nettement, Le Grand Maulne. Ouais. Le Grand Maulne, parce que je n'ai pas lu de livre qui, à mon sens, décrivent aussi bien ce passage qu'est l'adolescence, ce passage de l'innocence à la perte de l'innocence, ce besoin de se raccrocher au merveilleux malgré tout pour mieux vivre ce passage. C'est un livre que je relis régulièrement et qui, pour moi, n'a pas pris une ride.
Alors vous avez beaucoup lu, qui avez beaucoup googlisé, qui vous êtes beaucoup documenté sur l'autisme de manière générale et plus spécifiquement sur l'autisme Asperger, quelle est la plus belle histoire que vous ayez lue, vue ou entendue sur la différence ? Il y en a tellement. Là aussi, il y en a tellement et qui sont, encore une fois, autant de lumière dans le parcours futur d'Alexandre. Je pense à ce basketteur autiste qui a intégré tout récemment la Ligue universitaire, donc c'est l'antichambre de la NBA. Je pense à Daniel Tammet, qui est ce professeur d'université, autiste Asperger, qui connaît les décimales de pi jusqu'à la 10 millième et qui a appris qui a appris l'islandais en 15 jours. Je pense à tous ces ingénieurs autistes Asperger qui sont recherchés dans la Silicon Valley pour des compétences très spécifiques dans l'intelligence artificielle. Je pense à peut-être celui qui m'a le plus touchée, c'est ce comédien Asperger, autiste Asperger, qui s'appelle Hugo Orio. Oui. Qui a écrit, dont la mère avait écrit un livre, Le Petit Prince Cannibale, Françoise Lefebvre, qui avait eu le Goncourt des lycéens, et donc qui raconte qu'elle a cet enfant qui, à 5 ans, ne parle pas. Et quand j'ai revu Hugo Orio dans un célèbre talk show, On n'est pas couché sur France 2, s'exprimer d'une manière fluide avec tout un auditoire scotché en disant mais quand on vous voit, quand on vous entend, on ne peut pas imaginer c'est imperceptible. Voilà, c'est peut-être ça la plus belle histoire, parce que on avait aussi préconisé je me souviens très bien pour lui, l'hôpital de jour. Alors je me faisais la réflexion en vous écoutant sur ce professeur qui connaît plusieurs langues, les décimales de pi, etc. On parle souvent des difficultés d'apprentissage des autistes de manière générale et des autistes Asperger, mais en réalité, ils sont capables d'apprendre des choses tout à fait stupéfiantes, quasiment inaccessibles à l'ensemble des neurotypiques, comme on appelle le reste de la population. Absolument, et c'est ça qui est fascinant, et c'est pour ça que mon livre est rempli d'espoir, c'est que finalement, moi j'ai le sentiment que les personnes autistes savent faire fonctionner une partie du cerveau que les neurotypiques ne savent pas faire fonctionner. On sait très bien que le cerveau, je crois qu'il y a plus de 50% du cerveau qui est exploité. On ne sait pas ce qui se passe dans les 50% restants. Moi, je suis persuadée que les autistes ont des connexions cérébrales différentes, ou en tout cas sont capables de puiser dans cette partie-là, parce que certains... alors, on me dit, tous n'ont pas des compétences stupéfiantes. Moi, je suis presque sûr que oui. Simplement, certains n'ont pas le langage pour les exprimer, n'ont pas été suffisamment accompagnés, mais je suis sûre que tous ont un don. Et en l'occurrence, Alexandre a une mémoire du temps absolument phénoménale. Il est capable de me dire, maman, quand on est allé au Cameroun à Noël, quand j'avais 3 ans, on a pris un Airbus 777 et pas un Boeing plutôt c'est l'inverse. Oui. Boeing 777 et Airbus 330. La porte se fermée latérale gauche et pas à droite. On était assis à la rangée 12A et tu portais un pull rouge. Et très récemment, depuis la sortie du livre, donc ce n'est pas dans le livre, il a développé une mémoire calendaire. Pendant 2 mois, on l'a vu compulser frénétiquement son agenda, réciter des dates, dont moi je pensais juste que c'était une manière de décompenser, de chasser ce trop-plein, tout ce qui est épuisant pour les enfants autistes d'être au monde toute la journée à l'école. Et puis il nous a sorti sa mémoire calendaire. Donc si vous lui donnez votre date de naissance, il va vous retrouver le jour de la semaine et vous le dire du tac au tac. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Alors ce livre, vous l'avez écrit, certes pour vous, il y a certainement une dimension un peu cathartique dans l'écriture, mais vous l'avez aussi écrit pour d'autres mamans qui n'ont pas effectivement la chance de pouvoir financièrement subvenir à tout l'accompagnement, intellectuellement, enfin voilà, spirituellement. J'imagine que vous avez dû recevoir quantité de témoignages. Vous nous parliez tout à l'heure d'une dame dans la Creuse. Quel est le témoignage qui vous a le plus touché ?
Il n'y en a pas qu'un seul. Effectivement, le témoignage de cette maman dont je percevais la détresse m'a profondément touchée parce que j'ai écrit ce livre pour elle, pour d'autres, et en même temps, sur le moment, je me sentais totalement impuissante. Donc, ce sont des témoignages que je vais relayer, je sais, où maintenant, j'ai la chance d'être en contact avec des membres de l'administration, des membres du gouvernement qui travaillent sur ces questions. Donc, ce sont des messages que je vais passer. Mais je suis heureuse et touchée quand on m'écrit merci parce que notre fils vient d'être diagnostiqué, on était dans l'angoisse, mais on sait que grâce à vous, il y a de l'espoir. C'est peut-être ça qui me touche le plus. Merci beaucoup en tout cas Elisabeth Chungui d'être venue partager votre parcours mais aussi nous parler de ce combat que vous menez, un combat quasiment au quotidien, on en parlait encore à l'instant, un combat qui est en grande partie gagné, comme en témoignent les progrès tout à fait phénoménaux d'Alexandre entre le moment du diagnostic et le moment où on parle aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Le jour où tu es né une deuxième fois, et je précise aussi donc, que c'est aux éditions Flammarion d'une part, mais aussi que vous officiez, je le disais tout à l'heure, sur RMC Story pour 2 émissions, Crime Story tous les jeudis à 20h50 et Ciné Story tous les dimanches à 20h50. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot pour conclure cette émission ? Espérance, vraiment, les parents qui sont dans la détresse, parents d'enfants Asperger ou d'autres enfants différents, essayez de toujours garder cette voie de l'espérance qui est là et qui est dans votre cœur, qui chemine. Écoutez-la, accrochez-vous à cette voie, parce que c'est une lumière intérieure. Ce qui nous permet, la boucle est bouclée. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort très nettement dans ce livre, ce sentiment d'espérance. Merci encore, Elisabeth Chungui, d'être venue nous en parler. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Bonne soirée, à très vite.